Bonjour et bienvenue, je suis très content de vous retrouver et surtout merci d'être encore là. Aujourd'hui je voudrais parler, ou plutôt je me pose la question, dans quel monde vivons-nous? C'est une interrogation bien légitime et qui revient souvent au regard de ce que ce monde nous renvoie. Je suis souvent troublé de ce constat très partagé, de cette insatisfaction ambiante vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. Il y a bien une remise en question récurrente de ce monde, mais après, la question est qu'est-ce que l'on en fait? Quel regard on porte dessus? Cette question, dans quel monde nous vivons, ouvre la porte pour moi à plusieurs interprétations. J'ai envie d'aborder cela dans cette vidéo avec vous, si vous êtes d'accord. Si, par exemple, je déclare d'entrée de jeu « Je suis le centre du monde », je pense que les réactions ne vont pas tarder à arriver, que je vais bien vite en prendre pour mon grade, que je vais être taxé d'égocentrique, et oui, c'est bien normal. Je pense que je risque d'avoir du mal à enfiler mes chaussettes ou bien à mettre mon bonnet. Je pense pourtant que cette notion est assez largement partagée. Ce n'est pas péjoratif et à mon sens, ça me semble même un peu normal. Nous avons tous, je pense, certaines formes d'appartenance qui nous ancrent. Ce que je crois aussi, c'est que cela va un peu plus loin sans que nous en ayons forcément conscience. J'ai atterri ici, dans cet endroit du monde. J'aurais pu atterrir ailleurs, mais c'est ainsi. À présent, c'est mon chemin. Je suis dans la peau de ce personnage avec son histoire, ses croyances, ses expériences et ses conditions de vie. Je travaille avec des personnes en situation de handicap depuis plusieurs années. Je considère qu'ils m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Ce sont mes amis et également des enseignants pas comme les autres. Au début, je percevais chez eux des besoins, des comportements, une conception ou un rapport au monde différent, peut-être plus spontané et quelque part moins en adéquation. Au premier abord, j'avais l'impression que chacun d'eux vivait un peu dans son propre monde. Cela me questionnait. Je trouve que chacun d'eux enseigne quelque chose. J'aime à la fois observer leur enseignement discret et aussi les aider à mettre en valeur leur potentiel. En regardant mieux, ils m'ont fait réaliser que, moi aussi, finalement, je vis dans mon propre monde, avec mes critères, mon système de valeurs, ce que j'accepte, ce que je ne tolère pas, ce que je crois, etc. En élargissant, j'ai constaté aussi que tout mon entourage élabore et définit également son propre monde et ses propres repères. C'est comme si nous partageons tous un monde commun et qu'à la fois nous vivons des conceptions différentes. Cela va assez loin car, sur une même situation, nous aurons vraiment une perception totalement différente. Cela me fait penser à une petite histoire que j'aime bien. Il était une fois un vieil homme, assis près d'une oasis, à l'entrée d'une ville au Moyen-Orient. Un jeune homme s'approcha et lui demanda « Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme lui répondit par une question. « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?»« Oh, égoïste et méchant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais bien content de partir. » « Tu trouveras les mêmes ici, » lui répondit le vieil homme. Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha et lui posa la même question. « Je viens d'arriver dans la région
et je voudrais savoir comment sont les gens qui vivent dans cette ville. » Le vieil homme répondit de même. « Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? » ?»« Oh, ils étaient bons, accueillants et très honnêtes. J'y avais de nombreux amis et j'ai eu beaucoup de mal à les quitter. » »« Tu trouveras les mêmes ici, lui répondit le vieil homme. Un marchand qui faisait boire ses chameaux avait entendu les deux conversations. Dès que le second jeune homme s'éloigna, il s'adressa au vieillard sur un ton de reproche. « Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question posée par deux personnes ? » Le vieil homme lui répondit : « Mon fils, chacun porte son univers dans son cœur. D'où qu'il vienne, celui qui n'a trouvé rien de bon par le passé ne trouvera rien de bon ici non plus. Par contre, celui qui avait des amis dans l'autre ville trouvera ici aussi des amis loyaux et fidèles. Car vois-tu, les gens sont vis-à-vis de nous ce que nous projetons sur eux. » J'aime bien cette histoire. Elle met en relief notre part de responsabilité. Ainsi, l'affirmation « Je suis le centre du monde » prend une toute autre tournure. Se pourrait-il que le monde que je perçois soit si teinté par ce que je projette ? Le mot projection m'éclaire un peu. Mécanisme de défense par lequel le sujet voit chez autrui des idées, des affects, désagréables ou méconnus, qui lui sont propres. La projection est un mécanisme bien connu en psychologie. Il est clair que d'une part, je ne perçois pas les autres tels qu'ils sont objectivement, mais tels que je les vois au travers de ma propre grille de lecture émotionnelle. Et que j'ai tendance à attribuer à quelqu'un les propres affects que je n'assume pas. En gros, m'avouer à moi-même que j'ai telle émotion, telle croyance ou pulsion va à l'encontre de la vision idéalisée que j'ai de moi-même. Une façon de s'en débarrasser et du coup de la projeter sur autrui. C'est un mécanisme inconscient, puisque sur un plan conscient, je nie posséder la caractéristique en question. Celle-ci a été rejetée dans mes parts d'ombre inconscientes. Si j'ai honte ou si je ne m'autorise pas telle attitude, par projection, je serai irrité de la voir chez l'autre. Cela ne permet pas de progresser sur le chemin de la connaissance et de l'acceptation de soi. C'est un peu subtil parce que la raison d'être de cela est justement d'éviter que je sois conscient du processus d'occultation qui se déroule en moi. Le mécanisme de projection ne date pas d'hier. Bouddha professait déjà que tout ce qui te dérange chez les autres, c'est seulement une projection de ce que tu n'as pas résolu en toi-même. La même idée se retrouve aussi dans le Talmud selon lequel quiconque voit autrui imparfait l'accusera de ses propres défauts. C'est pareil dans la parabole de la paille dans l'œil du voisin et de la poutre dans son propre œil. Tout comme ce vieil adage qui dit « Quand tu pointes un doigt vers quelqu'un ou quelque chose, 3 doigts de ta propre main pointent vers toi. » Une fois que cela est connu, je peux me demander quelle est la part de responsabilité qui m'appartient et comment la faire évoluer. Ainsi, je prends conscience que la personne qui m'est le plus désagréable est aussi celle qui peut me faire le plus avancer. La sagesse bouddhiste dit que nos meilleurs maîtres dans la vie sont nos pires ennemis. La loi d'attraction rejoint un peu cela. Tant qu'une part de moi reste refoulée, elle se présente à l'extérieur pour que je la reconnaisse. J'attire davantage ce que je suis que ce que je veux. L'autre me reflète qui je suis. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir.
Tous les défauts des autres ne sont pas forcément une projection de ma part, mais je peux me poser la question de ceux qui créent la plus grande réaction chez moi. Et toute irritation n'est pas non plus un effet miroir. Elles peuvent aussi révéler un manque en moi pour faire face à telle ou telle situation. Je ne suis pas non plus obligé d'accepter les projections des autres sur moi. Être attentif à tout cela permet de mieux se connaître et de ne pas faire sienne une critique qui ne concerne que son auteur. Cela fait aussi partie d'un des accords toltèques dont parle Miguel Ruiz. N'en faites jamais une affaire personnelle. La critique émise par autrui, pour peu qu'elle contienne une projection, ne me concerne en effet pas vraiment. Elle ne me transmet que sa vision du monde. J'ai parfois eu l'impression que l'enseignement de mes maîtres différents, ou pas comme les autres, relevait de cet enseignement miroir. Mes enseignants différents viennent questionner ma réalité, mes fondements, mes élaborations. Ce sont des témoins. C'est comme s'ils venaient me demander « Tu en es où sur ton chemin ? Est-ce que je suis un peu ouvert à ce qui apparaît différent ? Est-ce que je le rejette ? Est-ce que je ne veux pas le voir ? Est-ce que je sépare, je différencie, je classifie ? Ou est-ce que je suis capable de reconnaître des similitudes en moi, mais qui seraient peut-être juste un peu moins visibles ? Plusieurs fois, ils m'ont questionné ouvertement. « Je suis trisomique, et toi ? » Ou « C'est quoi ton handicap à toi ? » L'enseignement d'un certain retournement commençait ainsi. Écoute, regarde, apprends. Voici que tu entres dans un monde dont tu n'as pas la clé. S'agit-il d'apprendre ou de désapprendre ? De s'élever ou de s'abaisser ? De s'imposer ou de se poser ? Je n'ai pas la clé, elle est égarée. Peut-être a-t-elle été jetée dans le cœur de quelques-uns. Sur un fil avancé, à chaque mètre se mesurer. Enfile ta tenue d'écolier. Ici les maîtres sont bien cachés. À leur écoute, il faut se mettre. Il se peut que tu apprennes à tes dépens, tel un reflet dont on dépend. Soulagé de ce poids, te voilà plus léger. Ainsi, vers toi, tu peux aller. Voici donc les passeurs que j'ai rencontrés, m'indiquant le chemin de la connaissance de soi, m'ouvrant à la liberté d'être, m'offrant un accès à une autre compréhension inversée, m'apprenant l'humilité et le respect. Certains questionnent si bien ma propre réalité, me montrent si bien la finalité d'une conception ou d'une autre, que je ne puis résister à m'abandonner. Rien ne change, juste une perception différente. Alors je me dis que, oui, tout repose en effet sur nos propres perceptions. Je contemple ce qui m'entoure et je vois la confirmation de cela. C'est comme si chacun rayonnait sa propre conception au-delà de lui-même. Et comme si le monde captait cela et en reflétait la confirmation pour chaque personne. Entrer dans la conception de l'un ou de l'autre me fait comprendre son univers. C'est comme la petite histoire précédente de l'homme qui arrive dans un nouveau lieu avec sa propre conception. Si je suis persuadé que le monde est cruel, j'en fais l'expérience.
Si je suis persuadé qu'il est bon et qu'il m'enseigne, j'en fais aussi l'expérience. Cela n'empêche pas de traverser des épreuves, mais quelque chose intérieurement sait que chaque expérience est une invitation à dépasser une conception. Une fois que je sais que ma propre élaboration contribue au modelage de mon environnement, je peux être plus attentif à cela. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Je sais que cela est à double tranchant et que cela signifie à la fois que j'ai parfois une part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Mais c'est aussi une formidable opportunité de savoir que j'ai aussi un pouvoir créateur pour initier les changements que je souhaite mettre en place. Personne ne voit le monde comme moi. Personne ne voit ce que je vois à cet instant précis. Personne ne ressent la même chose que moi. Personne ne respire comme moi. Personne ne bouge comme moi. Chacun est unique et est amené à reconnaître sa part de responsabilité dans ce qu'il vit, dans ce qu'il projette, dans ce qu'il met en place et dans sa propre élaboration pour reconnaître et sortir au grand jour. Je ne peux me contenter d'un regard uniquement tourné vers l'extérieur. Celui-ci m'enseigne et me renseigne, c'est sûr. Il m'aide à m'ajuster. Mais reconnaître la boussole qui me guide de l'intérieur est infiniment précieux. Surtout si je me sens rejeté ou en contradiction avec ce qui m'entoure. Voici peut-être le signe d'un travail plus personnel, d'oser creuser ses fondements, ou de privilégier une reconnaissance intuitive et de lui faire confiance. Quand j'étais écolier et que la couleur apparaissait à peine sur les écrans de télé, je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'on essayait de m'inculquer. Je ne comprenais pas pourquoi tant de complexité dans des langages qui m'étaient étrangers. Mathématiques, orthographe, conjugaison, ça me parlait pas. La seule matière qui m'intéressait, ça s'appelait à l'époque la leçon de choses. Des tableaux simples et compréhensifs me détaillaient le monde dans lequel je vivais. Et cela me fascinait. J'ai toujours gardé cette représentation. La vie pour moi, c'est comme un livre ouvert dans lequel j'apprends des choses. C'est ce qui m'enseigne. Je me souviens de ces tableaux représentant les différents éléments d'une fleur, d'un fruit, d'une abeille, les cartes, les inventions. Tout y est révélé avec simplicité. Je crois que j'aime l'école de la simplicité. Ainsi, j'ai constaté que la Terre, les fruits, les humains, les cellules, les réacteurs sont tous constitués de couches successives, de diverses peaux et d'un noyau. J'ai donc pris conscience petit à petit de cette hiérarchie des couches et de notre capacité à s'identifier à l'une ou l'autre des couches qui nous constituent. J'ai aussi compris que nous avons tous un noyau, mais que ce n'est pas notre noyau perso. Le noyau, c'est comme notre dénominateur commun. Oh, d'où ça sort ça? Horreur, malheur, une résurgence des mathématiques! Va des rétros, Satanas, fiche-moi le camp, maudite mathématique! Tu ne me laisseras donc jamais tranquille! Oui, pardon, je disais donc que le noyau est notre source commune. En même temps, si je reprends la définition de dénominateur commun,
Cela me dit caractère commun à plusieurs phénomènes, à plusieurs personnes qui en font l'unité fondamentale. Tiens. Ou partie d'une fraction qui indique en combien de parties l'unité est divisée. Pour résumer, je constate deux sortes de couches qui émanent de moi. La première est sous forme de filtre que je place entre le monde et moi, et qui colore ma perception. Pour faire simple, je vais constater qu'une personne va fortement m'exaspérer, tandis que mon voisin la trouvera extraordinaire. Pourtant, nous avons en face de nous la même personne. Mais nous la voyons chacun à travers nos filtres personnels. L'autre regard porté sur la notion de couche est une expansion de ce que je suis, qui s'étend du plus près au plus loin. Ce que je suis va se manifester sous plusieurs aspects ou plusieurs couches. Pareillement, au plus près de mon anatomie, j'apparais sous forme de cellules ou d'organes, puis sous forme d'être humain, masculin, d'un certain âge, de Parisien, de Français, de Terrien, etc. Voici honnêtement toutes les couches qui me constituent. Le dénominateur commun dans ces deux exemples est bien le noyau, ce qui se trouve en amont des filtres que je pose et qui se trouve en amont des couches qui me constituent. Le noyau, c'est la plus incroyable recherche, la plus extraordinaire découverte, et pourtant la chose la plus difficile à partager et à nommer. Aujourd'hui, je l'appellerai la non-dualité.